Livry-Gargan, en région parisienne. En août dernier, Laurent et sa femme achètent ce pavillon plein de charme, au style ancien, dans cette petite impasse bien tranquille. Ah bah on a eu le petit coup de cœur tout de suite, on a vu tout de suite ce qu'il y avait à faire, on pouvait effectivement aller en venir. Bon, ah bah j'arrive pas, vous voyez ça. Avoir une maison, un rêve qui n'a pas de prix. Le couple s'endette sur 30 ans. Pour eux, il n'y a que quelques travaux à faire. Mais ils sont loin d'imaginer ce que la maison leur réserve. On savait très bien qu'il allait y avoir des travaux, quelques travaux d'aménagement. Et de travaux d'aménagement, on va passer à surprise, quoi. Ouais, toutes les serrures sont à l'envers, en fait. Ah bon? Donc, une bonne odeur. Des serrures à l'envers, un premier signe qui aurait dû les alerter. Car quand ils commencent à casser les murs, ils n'en reviennent pas de ce qu'ils découvrent. Avec ma femme, quand on est rentré là, on s'est dit tout de suite, belle pièce à vivre. On va abattre un mur qui se trouvait effectivement dans la salle à manger. On a grandi, on fait salle à manger cuisine, c'est assez à la mode. Et puis là, on enlève le mur, surprise, on découvre. Alors, venez voir, je vous montre un petit peu la tristesse de la chose. En fait, directement ici, vous avez de l'humidité déjà partout. Donc il y a eu des fuites un peu partout. Tous les isolants, là, ils sont tous trempés, quoi, en fait. Et ça vient d'où, toute cette eau? C'est que là, vous avez directement des clous qui tiennent la plomberie. Je suis pas plombier, mais des clous pour de la plomberie en cuivre. Voilà. Des tuyaux fixés par des clous qui ont fini par rouiller et percer les tuyaux en cuivre. Mais cela ne s'arrête pas là. Laurent se rend compte que les murs sont eux aussi imbibés d'eau. Et quand on a enlevé ce placo qui est a priori très récent, on se rend compte que, en fait, ça c'est le bas du mur de la salle à manger. Et tout ça, c'est complètement trempé, c'est complètement mouillé. Et ça ne se limite pas au mur du salon. Démonstration dans les chambres du bas. Vous voyez, hein, voilà. On a l'exemple typique jusqu'au bout là-bas. Le mur est tellement humide, voilà, que ça ne tient pas. Vous voyez, et au fond de moi, j'ai envie d'arracher tout ça. Voilà. Le plâtre tombe tout seul. Et voilà. Et derrière ces panneaux isolants, Laurent découvre un réseau électrique d'un autre âge, et même dangereux. Mais plus incroyable encore, 3 trous de près de 20 cm de diamètre s'ouvrent directement sur l'extérieur. L'eau, l'humidité, le froid, tout rentre à l'intérieur. Donc c'est vrai que quand vous découvrez ça, voilà, vous avez les boules, quoi. À l'étage, ce n'est pas mieux. Dans 2 des 3 chambres, le plancher est gorgé d'eau. Mais quand il a visité la maison, il n'y a vu que du feu. J'ai rien vu parce que la seule chose qu'on aurait pu voir, c'est là où il y avait les travaux récents. Sinon, le reste a été caché par des plaques isolantes. Vous avez un mur comme ça, vous dites, mais c'est génial, tout a été caché. C'était une maison comme les maisons témoins, vous savez, où il n'y a rien derrière les murs, mais il n'y a que des plaques. Enfin, c'était bien préparé. Voilà comment je le ressens, c'était bien préparé. Le bon pigeon qui est arrivé au bon moment, quoi. Il y a tellement de dégâts que Laurent est obligé de stopper les travaux d'embellissement qu'il comptait faire. Maintenant, s'il veut habiter la maison avec sa femme, il va devoir la refaire entièrement. Des travaux titanesques qui pourraient prendre jusqu'à 5 mois, alors que le couple n'a ni l'argent, ni le temps d'attendre. Moralement, c'est très fatigant. Il faut dormir quand même, en sachant que vous avez une baraque pourrie, que le 9 décembre, logiquement, vous ramenez vos meubles. C'est-à-dire dans 15 jours, quoi. 15-20 jours. Ça va être dur quand même. En gros, le mieux, ça serait peut-être même de démolir, quoi. Ça serait peut-être même pas plus avantageux, mais au moins ça irait plus vite. Comment Laurent peut-il se sortir de cette situation? Et qui est responsable de ce naufrage? L'agence immobilière qui avait pris le soin de préciser sur l'annonce « idéal pour débuter avec aucun travaux à faire » ou alors l'ancien propriétaire était-il au courant de tous ces problèmes dissimulés derrière les placos? Nous rencontrons le directeur de l'agence immobilière. Il ne souhaite pas s'expliquer face à notre caméra, alors nous tournons de façon discrète.
Bonjour. Un café? Enchanté. Alors voilà, je viens vous voir au sujet de ce pavillon. Parce que là, ils ont découvert visiblement beaucoup d'humidité dans la maison, quoi. Ça arrive tous les jours, hein, Ah bon? dans les maisons vétustes. Mais je comprends. Parce que vous avez une responsabilité vis-à-vis d'un acheteur. Normalement, non. Hmm. Ma seule responsabilité, c'est de satisfaire le client quand il vient et de lui trouver son bien ébloui. Voilà, je me sens responsable, mais pas plus qu'un autre, hein. Le conseil. C'est notre rôle. Et là, vous avez le sentiment que vous avez bien conseillé, ou que votre agent a convenablement conseillé les nouveaux acquéreurs sur ce pavillon. Il a conseillé l'acquéreur de ce qu'il voyait, mais pas d'autre chose. Son rôle de conseil, c'est ici, il y a une chambre, vous voyez, il y a une fenêtre qui donne ici sur le jardin, elle est ensoleillée. On conseille de manière visuelle. Selon lui, le rôle de l'agent immobilier s'arrêterait donc à de simples conseils basiques. On peut se retrouver dans une situation comme celle-là assez facilement, en fin de compte. Ouais, je pense, ouais. Ouais. C'est triste à dire, mais je pense. Donc personne n'est responsable. En tout cas, pas vous. Ah non, non, monsieur, je suis pas responsable de quelque chose qui m'appartient pas, non. Oui, mais vous le vendez le bien, quand Eh même. ben- Donc vous avez un je le droit de vends pas. conseil, vous Je touche avez... la commission, moi. Je le vends pas, c'est pas moi qui ai touché 200 000. Hein. D'accord. D'accord. Donc moi, mon rôle de conseil, putain, vous voulez pas comprendre, c'est pénible. Hein. C'est pénible. Donc c'est quoi? C'est du passe-plat? C'est quoi, alors? Ouais, pratiquement, oui. C'est ça? Et quand nous lui présentons les photos des trous dans le mur, il nous dit ne pas être au courant. Il se propose alors d'appeler l'ancien propriétaire pour qu'il s'explique. Dans le pignon arrière, il y a des trous faits à la scie cloche. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Si, je vous jure, bah, je les ai, les photos. Qui c'est qui a pu faire ça? Et pour justifier les trous dans le mur, l'agent immobilier a une explication des plus incroyables. Pour lui, c'est sûr, c'est le voisin qui a fait le coup. Eh ben alors, faut attaquer, monsieur. Faut vite faire quelque chose. Le voisin? Ah ouais, c'est un malade, c'est un gros malade. Allez, vous allez constater les trous dans le pignon arrière. Merci, au revoir. Ah, voilà ce qu'il dit. Vous voyez, il est de bonne face, monsieur. Et pourquoi il aurait fait les trous, le voisin? Ce monsieur s'est dit peut-être qu'un jour, personne viendra m'emmerder. D'accord, je vais piquer le jus chez les voisins. L'électricité, vous voulez dire? Bien sûr. En faisant des trous dans le mur. Mais piquer le jus. Il doit y avoir des prises de courant quelque part et puis il pique le jus. Je sais pas votre numéro de femme, j'ai pas le numéro. Une accusation des plus farfelues. Les trous datent de la construction de la maison. Ce seraient d'anciens conduits d'évacuation. Nous décidons d'aller demander des explications à l'ancien propriétaire sur l'origine de toutes ces malfaçons. C'est sa femme qui nous accueille. Elle se défend en nous assurant que sa maison était en parfait état le jour où elle l'a vendue. Ils ont visité le pavillon avec l'intermédiaire d'une agence Oui. plusieurs fois. Oui. Rien n'a été caché. Oui. Et il nous dit qu'il y a des vis cachées. Alors, Mais qui est responsable Ok. de tout ça, à votre avis? hein? Qui est responsable Qui- de ce qui est pavillon? responsable de quoi de ce Mais- pavillon avec toutes ces malfaçons et ces vis Il cachées? n'y a pas de vis cachées, il n'y a pas Non. de malfaçon. Dans la conversation, elle nous lâche une information des plus intéressantes. C'est son mari qui a rénové lui-même tout le pavillon avant la mise en vente. Mais c'est votre mari qui a fait les travaux? Bah, bien sûr, entièrement, il avait une entreprise. D'accord. Il n'y a pas de souci. Nous, on a vu quand même, par exemple, la plomberie qui tenait avec des clous. Et alors attendez, une entreprise comme ça, avec pignon sur rue, alors ils vont avoir du mal. Non mais c'est pas vrai, leurs clous, leurs machins, c'est tout. Ça, c'est pas vrai. On les a vus, ça. Mais On même les s'il y a a des vus. clous, et alors ça n'empêche pas de... Mais c'est pas aux normes, madame. Mais ah non, Les je clous, regrette, tout c'est était pas aux normes, tout est aux normes, c'est pas parce qu'il y a des clous. ça. Des clous qui tiennent de la Bon, plomberie écoutez, en moi, je vous cuivre, dirais déjà c'est pas aux normes, madame. Sortir parce que déjà l'interview, je ne le fais pas. D'accord. D'accord. Pour elle, ce sont les acheteurs qui cherchent à l'escroquer. Pas à leur dire. Personne n'est responsable de rien. Il n'y a rien du tout, c'est eux qui sont complètement marteaux de la tête, ils veulent nous faire payer les travaux. Vous avez bien compris ça? Allez, au revoir messieurs. Et si l'ancienne propriétaire est autant énervée, c'est que les travaux se chiffrent à plusieurs milliers d'euros. Jean-Luc est entrepreneur en bâtiment et surtout un ami du couple. À leur demande, il a chiffré la remise en état de leur pavillon pour qu'il devienne habitable. Salut Jean-Luc. Ça va bien? Et même s'il a calculé au plus juste, Jean-Luc n'a pas une bonne nouvelle à leur annoncer. Là, il y a pas. Tiens, dans ta vie. Un pour toi. Ah, quand même. Donc pour l'instant, écoute, moi je t'ai chiffré le minimum Ouais. pour que tu puisses emménager le plus rapidement possible.
Et il y a des choses qui seront à faire un peu plus tard, quoi. Là, on est sur un minimum de TTC 25 000 euros. Ça vous inspire quoi? De l'argent qu'on n'a pas. C'est désespérant. Voilà, je trouve plus les mots pour dire que voilà, on a acheté quelque chose, on a fait un prêt sur 30 ans et voilà, c'est désespérant. C'est-à-dire que là, on va payer 25 000 euros pour se retrouver dans notre tête au point de départ. Laurent et Laure auraient-ils dû être plus vigilants lorsqu'ils ont visité leur pavillon? Pour cette avocate parisienne, spécialiste en droit immobilier, le premier conseil que l'on peut donner aux futurs acquéreurs, c'est avant tout du bon sens. Il faudra être soi-même très vigilant, visiter absolument la totalité du bien, y compris ce qu'on ne veut pas vous faire voir ou qu'on vous dit il est trop tard, c'est pas éclairé, c'est pas accessible, c'est pas visible, etc. J'allais dire surtout visiter ces parties-là. Et quand on achète une maison, il faut aussi tout tester, comme les robinets et surtout la chaudière. Car s'il faut la changer, elle peut vous coûter extrêmement cher. Dans le pavillon de Livry-Gargan, Jean-Luc a tenté de mettre en route la chaudière à gaz pour assécher la maison. Et il a fait une découverte qui aurait pu coûter la vie à ses amis. La chaudière n'évacue pas correctement ses gaz d'échappement. Quand la chaudière se met en fonction, ça fuit chez le voisin. Ça fuit chez le voisin et ça refoule à l'intérieur. C'est dangereux, ça? C'est hyper dangereux parce Pourquoi? que le monoxyde de carbone, s'ils dorment là une nuit, ils ne se réveillent pas le lendemain. Et ça, c'était monté comme ça avant? C'était monté comme ça, ouais. Quand ils ont acheté la maison? Absolument. Donc c'était pas aux normes, quoi. C'était un maquillage, quoi, on va dire. Mais il y a un autre problème. La chaudière refuse d'alimenter les radiateurs. Pour Laure, c'est encore une mauvaise nouvelle. Si Jean-Luc n'arrive pas à réparer la chaudière, elle n'a pas l'argent pour en acheter une neuve. Là, c'est le stress de savoir si la chaudière va redémarrer. Parce que là, si ça démarre pas, ça veut dire qu'il faut tout changer. Marche pas? Non, je dis plus rien parce que... Au bout d'une heure de test, la chaudière en lame. Laure n'a pas d'autre choix que de la changer. Ça m'énerve. Toutes ces mauvaises surprises auraient pu être évitées si elles avaient été décelées par l'expertise technique que doit passer chaque maison avant une vente. Un technicien diagnostiqueur contrôle la présence d'amiante, de plomb, de parasites comme les termites, mais également vérifie que la chaudière n'est pas dangereuse. Il doit signaler toute anomalie par un rapport à l'agence immobilière et au vendeur. Alors pourquoi les diagnostics du pavillon de Laurent et Laure n'ont-ils rien décelé? Nous les avons soumis à l'œil averti d'un expert. Alors, ce sont les diagnostics pour vente. Yves est ingénieur en travaux publics. Son analyse est sans appel. Les diagnostics auraient été bâclés. L'électricité, nulle. Le gaz, nul. Jusqu'à maintenant, on n'a pas beaucoup de points positifs. Et bizarrement, pour la chaudière de Laurent et Laure, le diagnostiqueur n'a rien relevé. Pire, pour lui, l'installation ne comporte aucune anomalie. Je suis quand même sidéré de voir que dans ce rapport sur l'installation intérieure de gaz, on ne parle pas du tout de la combustion. Absolument pas. Et comment se fait-il qu'il n'ait rien vu? Parce qu'il n'a pas regardé, qu'il n'a pas fait les essais, et qu'il ne s'est pas approché bien près de la chaudière. Il semble que Laurent et Laure aient joué une deuxième fois de malchance, avec une expertise mal faite de leur maison. Mais selon notre expert, une personne aurait dû s'en rendre compte. L'agent immobilier aurait dû réagir, en premier, en disant, écoutez, vous êtes gentil, vous me donnez des documents, là, elles sont bien, vos feuilles de papier, mais ça ne me donne pas satisfaction. Parce que ça ne donne pas les renseignements
que vous êtes en devoir de me donner. Alors nous sommes allés montrer les diagnostics à l'agent immobilier de Laurent Elor. Car savoir lire correctement ce genre de rapport, c'est aussi la base de son métier. L'agent est tenu de prévenir ses clients des futurs travaux à faire. C'est pas nous qui faisons les diag. Nous, je vous dis, on vend visuel. Donc le monsieur, on lui a dit, voilà le sous-sol, vous voyez, la chaudière et tout. Nous, on va pas rentrer dans les diagnostics, nous, on s'y connaît moins que lui encore. L'agent immobilier nous avoue qu'il ne sait pas lire ses rapports d'expertise et encore moins déceler si le diagnostiqueur a bâclé son travail. Bâcler les diagnostics, la pratique ne semble pas surprendre notre expert. Ça vous surprend, ça, hein? Pas particulièrement. Pourquoi? Parce que bien souvent, les diagnostiqueurs, ils vont trop vite. Ils vont beaucoup trop vite. Ils n'ont pas le temps de regarder avec attention les éléments qu'ils doivent contrôler. Diagnostiqueur, une profession qui explose. En 5 ans, leur nombre s'est multiplié par 5. Au milieu de ces professionnels, se glissent parfois des entreprises à la compétence quelque peu douteuse. Une expertise coûte entre 200 et 400 €, alors certains patrons n'hésiteraient pas à bâcler le travail pour diagnostiquer un maximum de maisons en une journée. Au volant de cette voiture, un diagnostiqueur a bien voulu nous parler de son expérience dans ce métier indispensable à la vente d'un bien immobilier. Pendant plusieurs mois, il affirme avoir travaillé pour un de ses patrons qui l'a poussé à faire du chiffre. Mon patron, c'était un commercial. Il s'est mis dans le diagnostic immobilier parce qu'il y a vu une affaire plutôt juteuse, intéressante, où il était facile de faire du cash. Il a imposé à son équipe de diagnostiqueurs une cadence vraiment infernale. Par exemple, sur une maison où on a la totale à faire, le diagnostic qui passe le plus de temps, c'est la détection du plomb dans les peintures. Une mesure, c'est 10 secondes. Une maison, correctement, c'est peut-être 200 mesures. Et moi, comme je n'avais pas le temps, souvent, j'en faisais qu'une trentaine. Et je pouvais passer à côté d'un mur, par exemple, qui avait du plomb. Et pour le coup, c'était une erreur professionnelle de ma part. Quel est le danger de ce genre de pratique? Par exemple, une maison qui s'avère avoir des termites, le technicien qui intervient ne les a pas vus, eh bien, l'acheteur se retrouve avec une maison qui peut raser et reconstruire. Alors, comment faire pour acheter une maison ancienne, les yeux fermés? Moi, je conseillerais aux gens de se faire, surtout dans l'ancien, de se faire assister par un technicien du bâtiment, soit un architecte. Je pense que le prix de la consultation vaut largement le bénéfice qu'on peut en retirer parce qu'il verra des choses que le profane ne verra pas et pourra donner des conseils utiles en fonction de l'état de la maison pour négocier le prix. Une agence immobilière qui s'en lave les mains, un vendeur qui semble n'avoir rien à se reprocher, des diagnostics visiblement faits à la va-vite. Pour Laurent Elor, difficile de trouver le véritable responsable. Mais le couple a une dernière solution pour venir à bout de tous ces problèmes. Acheter la maison de ses rêves, sans faire d'erreur, ou simplement trouver un appartement à louer dans une grande ville, le parcours est souvent semé d'embûches. 12e arrondissement de Paris, un samedi matin. Une quarantaine de personnes attendent de pouvoir visiter le petit 2 pièces de Frédéric, qu'il vient tout juste de remettre à la location. On va faire la visite bientôt. Je mets juste une petite affiche pour les suivants. 950 € les 38 mètres carrés. Le loyer peut paraître exorbitant, mais c'est le prix du marché. Il y a très peu d'élus, il y a trop de demandes par rapport à l'offre, tout simplement. C'est-à-dire qu'il y a des centaines et des centaines de gens qui cherchent et il y a très peu d'appartements. Allez, au plaisir. Donc c'était l'ancien locataire. Donc au suivant, on y va? Vous pouvez me suivre et puis... Frédéric ne veut pas y passer la matinée. Alors il fait monter tous les candidats en même temps. Rentrer, c'est pas non plus immense, mais voilà. Il sait très bien qu'il n'aura aucun mal à le louer dans le quart d'heure. Ce qui est marrant, c'est qu'on croise les mêmes personnes à chaque fois qu'il y a une visite, en fait. Ah bon? Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que 2 heures avant, on a vu les mêmes personnes. Par contre, il n'y a pas de baignoire. Voilà. Ceux qui veulent me laisser un dossier me laissent, voilà. Oui, j'essaierai de donner une réponse assez rapidement. Vous savez, mon intérêt, c'est qu'il soit loué assez rapidement aussi. Faut pas être hypocrite. Donc, je vais pas aller rester comme ça.
4, 5, 6, enfin une dizaine de dossiers voilà, qui m'ont été déposés. Je fais des visites de midi à 14h. Eh bien, il est midi et demi. Vous vous rendez compte, 10 dossiers en une demi-heure, c'est pour ça que je fais qu'une seule visite. Hein. Ok, vous avez laissé vos coordonnées, très bien. Certains cherchent un appartement depuis des mois et ils ont surtout visité beaucoup d'arnaques. Tout se loue et à des prix exorbitants. Et des fois, c'est pour 8 mètres carrés, quoi. Je suis même pas sûre que ce soit légal, en fait. Finalement. Et on nous a aussi proposé, moi j'ai vu une annonce, c'était un monsieur, donc un salarié, qui souhaitait partager donc, son salon avec un canapé chacun, donc un canapé pour lui, un canapé pour moi, pour un prix de 550 €. Au bout du compte, on est obligé de se loger, donc finalement, on va être, je pense, amené à rabaisser nos critères et prendre un appartement qui finalement nous plaît pas forcément, et je pense, hein. On repart bredouille. Une situation qui laisse la porte ouverte à certains escrocs de la location. Gare de Bourré, dans l'Essonne, à 1 heure de Paris. La vie de Linda est réglée comme du papier à musique. Il est 6h30, pile à l'heure, pour prendre son train de 6h33. Un incident matériel nous oblige à supprimer le train de 6h33 à destination de Paris. Prochain départ à destination de Paris, le train de 6h50. Madame, Messieurs, merci de votre attention. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a une suppression de train, celui de 6h33 à 36 a été reporté à 6h50. Et alors ? Obligé d'attendre et arriver en retard en cours. Un jour, Linda en a eu marre de la galère des transports. Elle décide alors de louer un appartement sur Paris. Pour trouver rapidement, elle s'adresse à une agence immobilière un peu spéciale. Le principe, acheter une liste d'appartements que vous pouvez visiter en exclusivité. Une activité légale, mais comme le marché de la location explose, certains marchands de listes n'hésitent pas à en profiter. En cherchant, je suis tombée sur des vendeurs de listes sans m'en rendre compte parce que j'étais vraiment dans l'oppression en fait, parce que je devais vraiment trouver un appartement rapidement. Et finalement, je me suis fait arnaquer de 450 € et au final, j'ai rien du tout, quoi. Linda fait partie de ces victimes qui se sont fait avoir avec certains marchands de listes peu scrupuleux. Mais qui sont-ils et que proposent-ils vraiment ? De l'extérieur, un marchand de listes ressemble à s'y méprendre à une agence immobilière classique. Seul un petit panneau comme celui-ci permet de le distinguer. Cindy est responsable du logement au sein d'une confédération étudiante à Paris. Son combat, faire stopper certains marchands de listes peu scrupuleux qui abusent tous les ans des milliers d'étudiants. Avec son aide, nous avons testé en caméra cachée l'un de ces marchands de listes. Les annonces. Dans la vitrine, à première vue, que des annonces très alléchantes. Très peu de loyer au-dessus de 600 €. Et pour appâter encore plus, il y a même la perle rare, le rêve de tout étudiant, la possibilité de louer sans verser de caution. C'est assez stratégique les annonces qu'ils mettent quand même. Pourquoi ? Il y a le studio pour le petit budget, il y a le grand appartement pour la colocation, il y a le studio dans Paris, il y a le studio en proche banlieue, il y a tout. Cindy va se faire passer pour une étudiante de province qui débarque à Paris. La cible idéale. J'ai repris mi-octobre, là ça fait un mois que je suis chez des amis, je suis un peu dans le speed. Ouais. Et pour commencer, Cindy lui parle d'une annonce repérée dans la vitrine. Et là, première surprise. Parce que j'en ai vu qu'une sur Paris, mais elle est intéressante par ailleurs, une dans le 14e. Pourquoi ? On doit les changer, parce que tout a été loué là, sans envie. Ah, en vitrine, loué, non ? Ouais, ça va être Pourquoi vous les laissez ? Bah non, mais on doit le faire, mais je suis toute seule en ce moment. Ah mince. J'attends que mon collègue revienne. D'accord. Bizarrement, les annonces de la vitrine sont déjà louées depuis bien longtemps. Et pour accéder aux autres annonces, il faut payer tout de suite. Avec oui, les frais d'agence avec des débats, donc c'est 230 € pour les étudiants. D'accord. Donc ça regroupe les frais d'agence, l'état des lieux et la rédaction du bail. Et on vous paye quand on a trouvé l'appartement ? Normalement, c'est dès l'ouverture du dossier.
Donc c'est genre aujourd'hui, quoi. Voilà. Ah, d'accord. Et après, vous faites les visites. Mais alors, pour 12,30 €, vous nous donnez quoi, alors? Plusieurs visites, plusieurs appartements à visiter. D'accord. Ah oui. Combien c'est ce qui est libre ou... Ah bah oui, tout ce qui est libre, bah là j'en ai 10 là. 10 appartements? Ouais. Ah d'accord. Ah, mais c'est bien, ça. Et tous les jours, il y a des rentrées. Ouais, tous les jours. Alors, je vous laisse donc lire et signer. Vous l'avez vu, hein. L'offre est alléchante. Cette jeune femme nous propose une douzaine d'appartements disponibles qui ne demandent qu'un simple coup de fil. Décoché que 75. Nous décidons de conclure l'affaire et d'acheter la liste. Systématiquement, les gens qui signent avec nous, oui. Trouvent un appartement. 100% des gens, ouais. 100%. Pas 100%, on va dire 100% non plus, ça serait mentir. Ouais. Mais au moins 80-90%, oui, les gens 90%. Ah oui. Merci, au revoir. Au revoir. Pour 230 €, nous repartons avec la fameuse liste et ses 12 appartements à louer. La liste qui nous a été donnée. Une liste que nous testons quelques minutes plus tard dans le bureau de Cindy. Donc, la première annonce. Chambre de 14 mètres carrés. Dans... Où ça? À Duny. À 5 minutes de la gare du Bourget. SRL n'est pas disponible pour le moment. Veuillez rappeler. Merci. Bon, première annonce, premier répondeur. Pourtant, c'était un portable. Et si j'ai bien compris le début du répondeur, j'ai même cru comprendre SARL. Donc une entreprise, en fait. Donc, pas du tout... Bah, pas du tout un propriétaire, enfin, pas du tout un particulier. Le deuxième appartement, Cindy veut nous prouver qu'elle peut le retrouver facilement sur Internet. Et là, en quelques clics, elle retombe exactement sur la même annonce. Ça, c'est une arnaque pure et dure. Pourquoi? Parce qu'on nous vend une liste en nous disant c'est une exclusivité, c'est une annonce qu'on va donner qu'à 3 de nos clients et cette annonce, vous ne la retrouverez nulle part ailleurs. On fait quelques clics sur Internet et on retrouve l'annonce sur un site de particulier à particulier. Ouvert à tout le monde? Ouvert totalement à tout le monde. Donc ce numéro que j'ai là, je peux l'avoir gratuitement en quelques clics. Ce numéro que j'ai là fait partie d'une liste qui a été payée 230 €. Les 5 numéros de téléphone suivants mèneront Cindy à chaque fois vers un répondeur. Merci de laisser un message après le bip sonore. Merci de laisser un message après le bip. Si vous souhaitez le modifier, tapez dièse. Ou encore pire, un faux numéro. Le numéro que vous avez demandé n'est pas attribué. Votre appel ne peut aboutir. Le numéro que vous avez... Il faut attendre la 10e annonce pour avoir enfin quelqu'un au téléphone. Allô? Oui, bonjour madame. Oui, écoutez, il a été retenu. Ah d'accord, mais ça fait il y a combien de jours que vous avez trouvé madame? Il y a 2 ou 3 jours, désolé pour vous. Pas de souci, bonne journée, au revoir. Apparemment, la liste n'est pas remise à jour régulièrement. Nous avons recontacté tous les numéros qui ne répondaient pas, quelques jours plus tard. Nous apprenons que certains appartements étaient loués depuis plusieurs mois. Moi, je trouve ça révoltant de voir qu'aujourd'hui, il n'y a rien qui est fait ni pour informer les étudiants que ce type d'arnaque existe, et rien qui est fait non plus pour faire cesser ces pratiques qui sont honteuses. On reste groupés au maximum, s'il vous plaît. Néerlande. La plupart du temps, quand un étudiant lésé demande à être remboursé auprès du marchand de liste qui l'a arnaqué, il se heurte à un mur. Aujourd'hui, Cindy va tenter d'obtenir réparation pour 4 étudiants. Pour cela, elle a une méthode bien à elle. Envahir l'agence avec un maximum de personnes. Retour dans celle qui nous avait vendu une liste avec des appartements déjà loués ou injoignables. Bonjour, on accompagne des étudiants qui ont été arnaqués. Donc, puisqu'aujourd'hui les étudiants n'ont pas de toit, on a décidé de venir dormir dans l'agence parce que on n'a pas d'endroit pour dormir. Donc bah voilà, on va essayer de s'installer comme on peut. Allez-y, allez-y, mettez, allongez-vous. On s'installe, on n'a pas d'endroit pour dormir, donc... Dans cette agence, aucun patron présent. Il n'y a qu'une seule employée et elle n'a aucune responsabilité. Les étudiants arnaqués sont déjà venus plusieurs fois. Les contrats sont légaux. Un appart, pas d'arnaque. Des logements, pas des listes. Un appart, pas d'arnaque. Des logements, pas des listes. Maintenant, on vient récupérer l'argent des étudiants arnaqués, de Khadija, de Yann, de Pauline, de Néerlande, voilà, tout simplement. C'est des clients. Donc ces clients demandent à être reçus et quand ils reviennent seuls, on leur fait la stratégie de l'épuisement. Il faut revenir sans arrêt.
barré. Et c'est impossible de contacter la direction puisqu'il n'y a jamais de responsable dans ces agences. Il n'y a pas de direction, on ne peut pas savoir. Non, il n'y a pas de direction. Elle a clairement dit il n'y a pas de direction. Parce qu'ils nous font tourner en bourrique. On ne vous donnera pas les coordonnées. Mais comment ça se fait qu'on ne peut pas contacter la direction? Après, vous vous contactez directement. Non, mais ça... Mais cela ne marche pas à tous les coups. Depuis son coup de force auprès du marchand de liste, Cindy est sans nouvelles de la direction et n'a toujours pas récupéré le moindre chèque. Heureusement, il existe une autre méthode, un peu moins musclée, pour récupérer son argent. Pour ce genre de petits litiges, on peut saisir le juge de proximité. La procédure est gratuite et on le trouve auprès du tribunal d'instance. On n'a même pas besoin du concours d'un avocat, mais en l'occurrence, les chances de gagner en justice contre un marchand de liste sont malheureusement minimes. Pourquoi? Parce que leurs contrats sont bien ficelés sur le plan juridique, à défaut d'être utiles. Depuis qu'elle organise ce genre d'action, Cindy a réussi à faire plier plusieurs marchands de liste qui ont fini par rembourser certains étudiants lésés. À Livry-Gargan, dans le pavillon de Laurent et Laure, les mauvaises surprises continuent. Cette fois-ci, le problème se situe au niveau du raccord au tout à l'égout. Eh ben, tous les raccords d'évacuation ne sont pas collés. Ce qui fait que là, ça génère des fuites, ça se répand un peu partout. En plus, comme c'est les eaux usées, et donc les eaux des WC, ça sent aussi, quoi. Laurent et Laure ne voient pas la fin de leur problème. Le vendeur, l'agence, les experts, tout le monde se renvoie la balle. Alors le couple est décidé à aller en justice. Pour mettre toutes les chances de leur côté, ils ont fait appel à un huissier qui vient constater de manière officielle toutes les malfaçons de leur pavillon. Ça va? Vous êtes dans les travaux? Voilà, bienvenue dans le Bonjour. Ah oui, vous êtes en plein chantier là. Là, en fait, on a enlevé toute cette partie de plâtre qui était ici complètement imbibée, qui est d'ailleurs collée au sol tellement c'était mouillé. Ouais, on voit bien la présence de champignons et de moisissures ici. Ce qui n'est pas très bon pour la santé des personnes qui habitent ici. Hein. En tout cas, avec le procès-verbal de constat, on a acté à une date certaine l'état de votre maison et en fait, ça vous permettra ensuite, si vous avez l'intention de faire un recours auprès des tribunaux, de prouver qu'au moment de ma venue, votre maison était dans cet état. Des situations comme celle-là, maître, vous en rencontrez souvent? Malheureusement, assez fréquemment, oui. On retrouve assez souvent des gens qui font appel à nous pour justement faire des constatations sur des situations qui sont un peu anormales, où ils ont été lésés par le vendeur. Fréquemment, les gens ont de mauvaises surprises, malheureusement. Le dossier de l'huissier bien en main, Laure se rend chez son avocat pour voir quelle action en justice elle peut mener. Son affaire n'est pas forcément gagnée d'avance, car il faut savoir que lorsqu'on achète une maison, on l'achète en l'état. La seule possibilité d'obtenir réparation, c'est de réussir à prouver que le vendeur a volontairement dissimulé les malfaçons. Installez-vous là. Voilà, moi je vous propose d'assigner en référé. Peut-être qu'en recevant l'assignation en référé, ça va déclencher des pourparlers. C'est pas exclu. Si ça déclenche pas des pourparlers, on va aller jusqu'au bout. L'idée sous-jacente dans ce référé, c'est d'obtenir les éléments d'information qu'on n'a pas et d'expliquer pourquoi, dans une maison sans travaux, il y a tant de malfaçons. Et aussi de tenter d'obtenir, à titre provisionnel, des dommages et intérêts qui vous permettraient de réparer tout ou partie du préjudice que vous subissez. Vous pensez que Laure et Laurent ont des chances d'obtenir quelque chose un jour? J'en suis sûre. Moi, j'ai l'impression que les vices étaient connus par le vendeur, donc ce n'étaient pas des vices cachés. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Clairement, c'est cette volonté de masquer les malfaçons. Merci beaucoup. À très bientôt. Bonne soirée. De même, au revoir. Vous pensez qu'un jour vous allez récupérer l'argent des travaux? Je le souhaite, parce que c'est beaucoup de frais engagés et beaucoup d'argent qu'on n'a pas. Donc oui, je le souhaite. Maintenant, c'est déjà de montrer qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec les gens et qu'on est là pour se défendre. Donc on verra bien ce qu'on obtiendra, mais en tout cas, on aura été jusqu'au bout pour obtenir du respect et de la reconnaissance. Ça sera déjà une chose importante déjà beaucoup, de gagner. Oui, ça a plus de valeur que de l'argent. Le lendemain du tournage, l'avocat du vendeur a fini par se manifester. Peut-être pour Laurent et Laure, les premiers pas vers une solution de remboursement à l'amiable.
Pour être à l'abri des mauvaises surprises, certains futurs propriétaires ont décidé de se faire construire une maison neuve. Une solution qui donne envie, mais qui ne les met pas forcément à l'abri des arnaques. Une route départementale dans les Côtes-d'Armor. Colette roule vers le rêve de toute une vie qu'elle avait réussi à concrétiser, la construction de sa maison. Colette devait y couler des jours heureux avec son mari, mais son rêve a fini en cauchemar. Donc elle est ici. L'histoire commence il y a 3 ans. Le couple n'a pas trop d'argent. Alors il fait appel à un constructeur de maisons low cost. Il lui propose une maison avec garage à un prix défiant toute concurrence, 77 000 € pour 100 mètres carrés. Colette a pris l'habitude de surveiller la construction de sa maison. Un jour, elle découvre des détails qui l'inquiètent et décide de les montrer au chef de chantier. Je lui dis en colère, le conduit de cheminée, regardez là, vous trouvez ça normal? Moi qui est une femme, quand même, je suis pas bête. Pour moi, il y a un sacré problème ici. Il est juste tenu par du ciment, en fin de compte, hein, regardez. Ça, celui-là, il est très dangereux. Non? Elle est bien, il m'a répondu, c'est bien. Bon, ensuite, je lui ai demandé les linteaux, j'ai gratté devant lui, tout. Il m'a dit, la maison est correcte, il n'y a pas de problème. Ensuite, je suis allée à l'entrée du garage. Je lui ai dit, écoutez, regardez ça, ils ont posé du ciment. Quand on va mettre l'enduit, tout va sauter 1 mois après. Ça ne va pas tenir, ça va se décoller. Il m'a dit, madame, vous n'êtes qu'une folle, qui me répond. Et on vous interdit maintenant de pénétrer sur ce lieu. C'est une maison clé en main qui appartient aux franchisés. Alors moi, de colère, je lui ai dit, moi, j'en ai rien à foutre de vos discours. Moi, maintenant, les travaux sont arrêtés. Point final. Maintenant, j'entame une procédure. C'est tout. Un expert est rapidement nommé et confirme les craintes de Colette. Son futur pavillon est trop dangereux pour être habité. Après 2 ans de bataille juridique, la décision tombe. Le constructeur doit rembourser Colette et raser la maison. Mon Dieu, c'est impressionnant, hein. Oh là là. Mais bon, on a gagné. C'est déjà une bonne chose, voilà. On lui a tenu tête. Et dès le premier coup de pelle, Colette n'est pas surprise de voir sa maison s'écrouler comme un château de cartes. Ça tombe comme un rien, voilà. Même pas de ferraille, il n'y a rien. Là, c'est plus une maison, hein. C'est rase-motte, là. Ouais, voilà. Il y a 2 aciers. Stop. Sylvain Baron, l'expert en malfaçon, n'en revient pas. Seuls quelques barres d'acier consolident la maison. Il y a 2 aciers qui reviennent à l'intérieur, mais ils ne sont pas en liaison avec le chaînage du dessus, donc ça et puis rien, c'est pareil. Là, pour le coup, on peut appeler ça du bricolage. Dans le cas d'une maison construite aux normes, tous les murs doivent être liés ensemble par des tiges d'acier. On appelle cela le chaînage. Tout ce qui est vertical, horizontal, doit être liaisonné à chaque point. Si ça ne l'est pas, et vous avez un sol qui bouge, et ben, ça fera bouger une partie de la maison et ça va générer des micro-fissures, ou des fissures, ou des fractures, ou plein d'autres choses. Des tiges d'acier trop courtes, un béton de qualité médiocre, des fondations pas assez profondes, la liste des malfaçons est longue. Plus grave encore, le constructeur a également fait des économies sur l'épaisseur de la dalle qui supporte la maison. Elle fait 10 la dalle. Elle fait 10, elle devrait faire 13. Bon, ça veut pas dire qu'elle ferait partout 10. Ici, ça fait... Là, ça fait 9 par exemple. Mais de l'autre côté, elle a fait un peu plus. Ici, ça fait combien? Ah bah là, ça fait 8,5 par exemple. Des maisons individuelles, on en construit tous les ans plus de 200 000 en France. Et de plus en plus de promoteurs proposent des maisons clés en main à très bas prix. C'était le cas de celle de Colette. Mais ces maisons low cost inspirent parfois la méfiance des professionnels. On veut faire croire aux gens qu'une maison, c'est pas cher. Donc les constructeurs low cost
vendent des maisons de l'ordre de 60, 80 000 euros à peu près. Et à 80 000 euros, on ne peut pas faire une maison, c'est pas possible. Ou alors, si on le fait, c'est qu'on va tirer sur de la qualité. On va prendre des entreprises peu ou pas qualifiées, parce que les peu ou pas qualifiées sont forcément moins chères que les entreprises qualifiées. Et puis après, dans l'utilisation des matériaux, on prendra ce qu'il y a de moins cher. Et puis, ce qu'il y a de très, très pas cher, jusqu'à utiliser vraiment le minimum du minimum. Et puis après, ça génère ça, quoi. Le promoteur qui a construit la maison de Colette a toujours pignon sur rue. Et même une maison témoin. Pour connaître ses techniques de vente et savoir s'il ment à ses clients sur la qualité de la construction, nous nous faisons passer pour un jeune couple intéressé par une de leurs maisons low cost. On est sur une maison 3 chambres ici, à étage, 77 mètres carrés habitables, 93 au sol. Nous tournons en caméra cachée. C'est le commercial qui nous reçoit. J'imagine que sur certaines choses, il y a de la qualité peut-être un petit peu moins bonne que sur d'autres maisons plus chères. Non, vous prenez le problème à l'envers en fait. C'est l'économie d'échelle, c'est pas un problème de qualité. Selon ce commercial, s'il arrive à construire des maisons aussi peu chères, c'est parce qu'il achète tous les matériaux en grande quantité, ce qui fait chuter leur prix de revient. Pour nous prouver que sa maison, c'est du solide, il nous emmène dans le garage. Il nous explique même qu'il ne lésine pas sur la quantité d'acier. Là, il y a des trucs qui tiennent, les parpaings. Du chaînage, bien sûr. Vous en avez dans les fondations, vous en avez alors après dans les murs, vous en avez à chaque angle, dans les poteaux. Dans les verticales, après, vous dire où exactement ils sont, ça je ne saurais pas. Vous en avez dans les arases, c'est-à-dire vraiment dans la partie haute, là, de la maçonnerie. Vous en avez là pour consolider, enfin vous en avez partout. Il y a des photos, je pourrais vous montrer. Là, à droite, à gauche, on met du ferraillage dans la dalle. Aujourd'hui, on ne peut pas faire une maison sans faire ça. Vous n'avez jamais personne qui vient ici pour se plaindre? Il y avait eu des choses sur le volet, on nous avait dit par exemple le volet, il y a ceci, ça arrive des fois, vous voyez, ils sont faits en usine, il y a eu un mauvais réglage sur une latte, je sais pas, ça peut arriver. Selon ce commercial, à part quelques problèmes de volets roulants, aucun client n'est venu se plaindre de la solidité de sa maison. Pourtant, à quelques kilomètres de là, Josiane et Christophe, d'anciens clients de ce même promoteur, ont de sérieuses raisons de se plaindre. Leur maison a à peine 4 ans et elle se dégrade déjà sérieusement. T'es gelé, toi, va mettre quelque chose. Non, c'est bon. Je vais vous faire voir les fissures. Alors, il y en a une là. Oui. Ici, là. Je l'avais pas vu celle-là, c'est tout nouveau. Franchement, oui, c'est en regardant le mur que je me suis aperçu. Ça vient d'être fait là, je l'ai pas vu parce que j'ai fait le tour de la maison il y a 2 jours. Au niveau des rebords de fenêtre, là jusque là. Ah ouais. Ensuite, vous en avez ici, là, une belle là, qui descend jusque là. Et vous avez Apparemment, leur maison présenterait le même problème que pour le pavillon de Colette, qui a été détruit. Il manquerait là aussi de l'acier dans la structure. Si l'enduit se décolle au bout de 3 ans, pour moi, il y a peut-être un problème de chaînage aussi. Mais ça me fait peur parce que c'est bien spécifique justement à ce constructeur. C'est-à-dire que c'est les manques de chaînage, les maisons qui ont été déjà démolies, ça a commencé par faire des choses comme ça. Mais il y a aussi bien plus grave. Quand il pleut, la maison se gorge d'eau. Le problème, c'est que la maison, elle est en dessous du terrain naturel. Donc, vous voyez bien, par rapport, elle est trop basse. C'est-à-dire C'est-à-dire, on est à 68 cm en dessous du niveau du terrain. Et bien, l'eau ruisselle. Et comme en plus, le drainage autour de la maison, il a été mis à l'envers, raison de plus pour que l'eau remonte. Le vert, ça, c'est l'humidité qui remonte. Bon, ça, c'est la moisissure. Donc, c'est la moisissure qui remonte. C'est parce que l'eau stagne. La maison, elle est complètement imbibée, hein, elle est pleine, c'est plein. On est dans l'eau là, en dessous c'est dans, je suis sûr. On creuse un peu, on a de l'eau. Quand tu vois les flaques ici, là, qui est à la même hauteur. Ça remonte par les WC, puis voilà, ça fait des bulles, et puis coucou, c'est moi qui viens. Voilà, c'est bien. De toute façon, on le voit, puisque dans les WC, ça refoule. Josiane touche une petite retraite de secrétaire. Et Christophe est électricien. Cette maison à 72 000 € leur a coûté toutes leurs économies. C'est un écœurement, c'est une colère, c'est tout qui sort parce que qu'est-ce que ça va donner? Elle va être démolie, elle va pas être démolie. Je suis désolée.
C'est de la haine envers les gens qui font ça. C'est tout. Voilà. Puis nous, c'est pas ça, c'est que nous, en fin de compte, tous les deux, on est là comme des imbéciles parce qu'on sait pas ce qu'on peut faire. On sait pas comment se projeter. On arrête tout. On n'invite personne tellement on a honte de cette maison. On reste comme de pauvres cons. Je m'excuse, c'est pas poli, mais je le dis. Voilà, et puis on se dit, peut-être qu'un jour, peut-être que, voilà, et c'est tout. Bon, pour moi, cette maison, c'était notre rêve, mais... On végète. Ça devient un cauchemar à la limite maintenant. On végète, hein. On végète. On végète, hein. Ouais, on végète. Il végète, mais il ne baisse pas les bras pour autant. La route a été bonne ? Josiane s'est lancée dans la bataille contre son constructeur. Et pour l'aider, elle peut compter sur une petite armée. Les dizaines de victimes mécontentes du même constructeur. L'une de leurs premières actions, alerter la presse locale. T'en penses quoi ? Ah t'es en photo là ? Je suis photogénique, hein. Regarde. T'es belle là-dessus ? Non, comme on a dit, tiens, ma maison neuve ressemble à une ruine. On continue le combat plus que jamais. Un grand nombre des maisons de ce constructeur auraient apparemment le même défaut de structure. Alors en clair, il y a un manque de ferraille évident. Cette fissure-là, elle est due, d'après mon expert dommage ouvrage, à l'affaissement de mon pignon. Nous, notre garage, il est en train de s'enfoncer. Hein. On retrouve les mêmes malfaçons, quasiment en gros, schématiquement, dans chacune de nos maisons, dont la principale est le manque de ferraillage. Mais pas seulement. À l'intérieur aussi, les problèmes se multiplient. Le plafond, donc il fait des vagues en fait. Il fait des vagues. Un coup je suis à 2,45 m, un coup je suis à 2,50 m, un coup je suis à 2,46 m. Puis de toute façon, nous quand sur notre contrat on a acheté 2,50 m partout, il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas 2,50 m. Ici, je passe même pas mon doigt, alors que là, je passe presque 2 doigts. Donc là c'est la pièce, la chambre numéro 2. Allez, en dessous là. Là, j'appuie sur le placo. C'est tout le long, là. Sur les côtés. Mais là, vous enfoncez le mur. J'enfonce le mur. Leur dernier espoir se place dans la justice, qui doit leur envoyer un expert. Mais en attendant, ils ne peuvent toucher à rien et sont condamnés à vivre dans une maison pas finie. Quel qu'il soit, mais judiciaire notamment. Pour certains, leur maison présentait tellement de défauts qu'ils ont refusé d'en prendre livraison. Alors pour les obliger à signer, le constructeur leur aurait fait du chantage. Vous faites le tour de la maison avec le constructeur, j'allais dire en 1 heure, enfin c'est vite fait. Même pas. Et le constructeur dit, ça y est, maintenant votre maison est faite, je vous donne les clés. Et si vous avez le malheur de dire, ah oui mais attendez, là, il n'y a pas quelque chose de bizarre là, à ce niveau-là, le constructeur va vous dire, eh bien, écoutez, si vous mettez des réserves, je vous remets pas les clés. Voilà. Ce qui est complètement illégal. Il me dit, vous me mettez des réserves, les clés, vous les avez pas. Alors il dit maintenant, si vous êtes embêté, c'est tant pis pour vous. La pression, le loyer qu'il fallait passer d'un loyer à la maison. Et ça, ils le savent, et c'est pour ça qu'ils l'utilisent. Voilà. Bon, qu'est-ce que je vous sers ? Malgré les plaintes, le constructeur ne veut rien savoir. Alors pour le faire réagir, ils vont aller manifester devant sa maison témoin. Vive la future association. Ouais, voilà. Bon, on peut repasser du feutre, hein. J'ai un gros feutre. Arnaque, c'est important ça. Ouais, et puis voleur. Chérie, on n'a rien oublié, hein, la pancarte, tout ça, t'as tout. Hein. Le scotch, tout ce qu'il faut machiner. Josiane a peur que son mari n'arrive pas à maîtriser sa colère. T'es serein là ? Oui. Tu vas pas être agressif, non, tu vas être calme. Ouais. Et c'est fait venir la gendarmerie, ça fait quoi ? Ils vont nous emmener au poste ? Voilà, bien ça. Bien. Et approchez-vous même de la voilà, qu'on voit Ouais. Voilà, c'est bon. C'est bon ? Ouais. T'en as pris plusieurs ? Ouais, c'est bien, c'est bon. Avec cette manifestation, ils espèrent se faire entendre auprès du constructeur en l'attaquant au porte-monnaie, en faisant fuir les éventuels acheteurs. Il est avec des clients. Vous faites construire avec la maison. Est-ce que vous voulez visiter des maisons témoins ?
Nous avons des maisons témoins à vous proposer. Oui. Il sera là? Non. Ah. Je suis tout seul. Vous êtes commercial, vous? Exactement. Donc c'est vous qui vous occupez des clients quand il y a des clients. Vous n'avez pas peur, hein? Non? Vous trouvez que c'est normal que quand on remet une maison avec clé en main prête à décorer, qu'elle soit prête à démolir? Là où je vais avoir du mal à me prononcer, je vois les chantiers actuels. Oui. Chantiers pour lesquels j'ai pas entendu forcément de problème. Sur le vôtre, non mais attendez, je veux pas dire oui, non. Toute seule, attention, il y a des personnes. Tous ont perdu beaucoup d'argent. Alors chacun y va de sa petite phrase et vide son sac. Non à l'escroquerie, c'est terminé. On n'en veut plus. On n'en veut plus. Écoutez, je vous laisse tranquille. Je voulais juste vous dire, restez là si vous voulez. Allez, appelez monsieur. On l'attend. Appelez monsieur sur son portable. Aucun dialogue n'est possible, trop de colère. Le face-à-face se termine sur une poignée de porte. On monte plus haut, voilà, et puis ce qui fait comme ça, on peut se rapprocher. Ouais. On va se serrer un peu les filles. Nous avons cherché à rencontrer le patron de l'entreprise qui a construit le pavillon de Josiane. Il n'a jamais donné suite à nos nombreuses demandes d'interview. On est venu, on n'a pas vaincu, mais on va vaincre, hein, croyez-moi. On va continuer. On va continuer et puis on ira dans d'autres départements parce que voilà, il y a comme ça qu'on va s'en sortir. Hein. Malheureusement, à l'heure actuelle, c'est comme ça. Si on fait pas de bruit, si on reste dans son coin, si on passe des coups de téléphone, ça sert à rien. Maintenant, faut bouger, faut se faire voir et se faire entendre. Josiane en a gros sur le cœur. Mais en rentrant chez elle, c'est une bonne nouvelle qui l'attend dans sa boîte aux lettres. Ce sont les conclusions de l'expert judiciaire qui est passé quelques semaines plus tôt. Dans son rapport, il démontre qu'en plus de toutes les autres malfaçons, la maison est un vrai courant d'air. Donc là vous avez la fenêtre de la salle de bain. Tout ce qui est bleu, c'est l'air frais. Donc infiltration d'air froid à 10 degrés entre dormant et cloison de la fenêtre de la salle de bain. Infiltration d'air froid à 9 degrés sous la baignoire, vous voyez. Donc tout ce qui est bleu, c'est de l'air froid. Et pour le reste de la maison, c'est pareil. Donc là, on va parler de la porte d'entrée. Alors la porte d'entrée, là, celle-là, c'est un vrai gruyère. Donc on voit bien le bleu. Donc là, infiltration d'air froid à 4 degrés. Donc là, il faut quoi? Il faut tout refaire? Absolument, oui. Oui. Ouais. L'expert a chiffré le montant des réparations de toutes les malfaçons et quand on fait le total, la somme est impressionnante. En tout, il y en a pour 60 000 euros. 60 000 euros de travaux? 60 000 euros, sachant qu'on a acheté la maison 73. Donc il y a 13 000 euros de différence entre le prix de la maison et puis les travaux pour réparer toutes les malfaçons qu'il y a. Alors comment éviter d'en arriver là ? Nous avons posé la question à notre spécialiste en construction, Sylvain Baron. Pour lui, il n'y a qu'une seule solution. Prendre un expert en bâtiment qui va suivre le chantier de votre maison jusqu'à la livraison. Au moment de la remise des clés, ce qui est important, c'est de vous faire accompagner par un expert en bâtiment qui, lui, pourra, en tout cas en faisant le tour de la construction, vérifier sa conformité et écrire sur un document qu'on appelle un PV de réception tous les désordres, toutes les non-conformités que l'entreprise, en tout cas le constructeur, aura à reprendre. Mais tout cela a un coût, 900 € à chaque fois que l'expert intervient. Et au minimum, il doit se déplacer 4 ou 5 fois sur toute la durée du chantier. D'autres constructeurs ne reculent devant rien pour vous vendre du rêve. Ils jouent sur une corde sensible, gagner de l'argent tout en accédant à la propriété. En investissant dans la pierre, Lucien et Sylviane pensaient préparer tranquillement leur retraite. Aujourd'hui, ils ne savent même pas s'ils pourront la prendre. Le couple est ruiné à cause d'un conseiller en immobilier peu scrupuleux. Ça a été proposé par un copain d'un copain. Du fait, on n'a presque pratiquement pas discuté de tout ça, du prix, Lucien et Sylviane n'ont aucune raison de se méfier. L'homme travaille pour le compte d'un grand groupe spécialisé dans l'investissement immobilier. Il leur explique qu'en ce moment, il y a des affaires à faire en investissant 115 000 € dans un 2 pièces, à la sortie d'une petite ville de 8 500 habitants.
Ce n'est pas pour y habiter, mais pour le louer. Il faut que je trouve le bâtiment. Mais le bon plan se transforme vite en calvaire. Depuis qu'ils l'ont acheté il y a 4 ans, ils n'ont jamais réussi à le louer. Et apparemment, ils ne sont pas les seuls à s'être fait avoir. Ça semble totalement vide en plus ici. C'est vide. Ça a l'air vide, oui. D'après ce que j'ai entendu, c'est 40% de locataires. Les boîtes à lettres, ça cause beaucoup, ça. T'as 8 boîtes aux lettres avec des noms, sur 30. On va aller voir ça là-haut. Voilà. Voilà le travail. Ça a l'air tout neuf quand on arrive là. Bah oui, il n'y a jamais eu de locataire. Pour la queue d'un locataire. Et c'est bien là le problème. Normalement, ce sont les loyers qui auraient dû rembourser le prêt de l'appartement, 700 € par mois. Une somme énorme qui leur est impossible à rembourser car à eux deux, ils gagnent moins de 2000 €. Lucien et Sylviane font partie de ces milliers de victimes qui sont tombées entre les mains de conseillers en défiscalisation qui ont trouvé le moyen de profiter des failles de la loi. En 2003, le gouvernement lance la loi Robien. Elle est destinée à relancer le secteur de la construction. En achetant un bien immobilier neuf et en le louant pendant 9 ans, le propriétaire bénéficie d'une réduction d'impôt. Les premiers logements livrés permettent aux acheteurs de réaliser de bonnes affaires. Mais aujourd'hui, s'il est toujours possible de faire fructifier son capital, mieux vaut être extrêmement prudent. En effet, certains promoteurs peu scrupuleux ont fait pousser des milliers d'immeubles un peu partout en France et parfois dans des petites villes où il n'existe aucun marché de la location et donc aucun moyen pour l'investisseur de rentrer dans ses frais. C'est le cas de la résidence de Lucien et Sylviane. Pour convaincre le couple de signer, le promoteur s'est engagé par contrat à leur trouver un locataire. Une mission perdue d'avance. Comme nous le confirme cette femme, pourtant chargée par le promoteur de louer les appartements. Bonjour monsieur. Nous la rencontrons sans Lucien et sa femme, en caméra cachée. Moi j'habite pas à Pmel, j'habite plutôt dans une ville. J'ai jamais vécu à Pmel. Quand je suis arrivée, qu'on m'a dit qu'on construisait 100 logements, on se demandait déjà c'est où Pmel. Parce que c'est une petite commune quoi. Il y a quand même eu peut-être beaucoup de logements construits en même temps sur Pmel aussi. La jeune femme avoue elle-même que l'on a trop construit sur la commune et que de fausses promesses ont été faites aux investisseurs. Vous nous avez dit à l'époque qu'elle allait avoir une entreprise qui allait venir, high-tech, etc. Oui. Qui vous avait dit ça? Moi, c'est le promoteur qui m'avait dit que le maire avait informé que de toute façon, lors de la construction, il voulait des logements parce qu'il y aurait une entreprise de haute technologie qui viendrait s'implanter sur sa commune. Mais moi, l'entreprise, je n'ai jamais vu venir. Donc les cadres, je ne les vois pas arriver non plus pour louer. Moi, je ne veux pas être de mauvaise foi. Je peux vous dire que c'est pas agréable de travailler dans un contexte où c'est complètement difficile de louer. Au revoir. Au revoir. Des appartements extrêmement difficiles à louer. Plus grave encore, 4 ans après la livraison, certains immeubles font déjà apparaître des signes d'usure qui inquiètent Lucien. Et puis si tu regardes bien, dans peu de temps, il va falloir refaire les peintures. Des appartements qui vieillissent mal, mais apparemment, ce n'est pas le seul défaut. Comme le confirme l'un des rares locataires de l'immeuble. Il y a quelqu'un. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Je suis un copropriétaire. Qu'est-ce que vous en pensez de l'appartement, le concept et tout? De l'appartement, alors sincèrement, regardez, là il a mis sa musique, on est en train de... Le soir, hier soir, ils étaient en train de faire la fête jusqu'à 1h du matin, on entend tout. La personne, elle va aux toilettes, on l'entend. Elle prend sa douche, on l'entend. Vous pensez que c'est mal construit? C'est mal conçu. Il fallait pas investir. C'est fait. Remets pas le couteau. Voilà. C'est gentil. Ben, je vous en prie, un beau week-end. Gentil. Allez, à vous aussi. Merci. Allez, au revoir. Au revoir. Dégoûtés, Lucien et Sylviane ont décidé de s'en débarrasser, de le vendre. Ils s'adressent à une agence immobilière, mais là encore, ils ne sont pas au bout de leur surprise. Vous l'avez payé combien cet appartement? 115. Alors 115 000 € pour un 37 mètres carrés après? C'est trop cher. Et alors le vrai prix d'un appartement comme celui de M. Ancel, c'est quoi? C'est 70 000 €. Vous pensez qu'à 70 000 €, il pourrait le vendre? Attendez,
Discutable. C'est en tout cas le prix qu'on pourrait éventuellement suggérer en mandat. Après, il est difficile de dire à l'heure d'aujourd'hui qu'on va le vendre. Ça fait quand même 40, même en comptant 70, ça fait quand même 45 000 de perte. C'est énorme. Ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'il ne fallait pas construire une résidence comme celle-là à Penn. On coupe. Lucien et Sylviane, eux, n'ont pas envie de sourire. Aujourd'hui, leur appartement n'est pas vendable, à moins de perdre beaucoup d'argent. Et comme tout est légal, ils n'ont personne vers qui se retourner. Vous avez l'impression que c'est une arnaque? Grosse arnaque. Grosse arnaque. J'irai bosser l'existence pour rien. Pour une connerie que j'ai faite. Alors, qui sont ces conseillers qui bernent des gens comme Lucien et Sylviane en les aveuglant avec de belles promesses? S'agit-il d'un abus de confiance ou d'une véritable arnaque? Un de ces hommes peu scrupuleux, que nous appellerons Jérémy, a bien voulu nous raconter comment ça se passe à l'intérieur de certaines sociétés de vente. Première surprise, il nous apprend que n'importe qui peut devenir conseiller financier. Jérémy, lui, était informaticien avant de vendre du Derobien. Quand je suis rentré dans cette société-là, j'avais aucun antécédent dans les métiers de l'immobilier. Je suis pas du tout gestionnaire de patrimoine, j'ai aucune notion de la finance. Donc je suis arrivé tout naïvement dans ce métier-là. On m'a dit, voilà ce qu'il faut savoir, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut dire. J'ai fait comme on m'a dit. Pour motiver les nouvelles recrues, on leur présente tout de suite ceux qui ont très bien réussi grâce à une méthode imparable, tout apprendre par cœur. En clair, le client croit avoir affaire à un spécialiste, mais il n'a en face de lui qu'un bon comédien. Les premières personnes qu'on côtoie, ce sont des gens qui avaient des revenus, mais ils étaient millionnaires, quoi. 300, 400 000 euros par an, quoi. Et ça faisait depuis 2-3 ans à peine qu'ils faisaient ce métier-là. Et la seule chose que nous répondaient ces gens-là, c'était la méthode de vente. Faut l'apprendre par cœur, faut l'apprendre par cœur. C'était carrément du lavage de cerveau, puisqu'en fait, les arguments qu'on a avancés, c'était des arguments qui étaient strictement faux. Il n'y a qu'à voir aujourd'hui le nombre de personnes qui ont des problèmes. Donc, c'était du n'importe quoi. Des salaires astronomiques récupérés sur le dos des propriétaires. L'homme nous lâche alors une petite bombe. Selon lui, de nombreux appartements sont vendus parfois 40% au-dessus du prix du marché. Et la différence va dans la poche des conseillers. L'acheteur, il ne sait pas combien, sur la valeur de son bien, combien vont être reversés en commissionnement. Il ne le sait pas au départ. Que sur peut-être 130 000 euros, il y en avait qui étaient 30 ou 40 000 qui partaient en commissionnement. Et croyez-moi que s'il le savait, mais jamais il l'achèterait. Jamais. En 2009, pour tenter de corriger les dérives de la loi Robien, le gouvernement fait voter la loi Cellier. La différence est de taille, les promoteurs n'ont plus le droit de construire en race campagne, comme la résidence de Lucien et Sylviane. Avec la loi Cellier, les promoteurs ont obligation de construire autour des villes de plus de 50 000 habitants. Mais les méthodes de vente ont-elles pour autant changé? Les préoccupations des clients sont-elles maintenant mieux prises en compte? Pour le savoir, nous nous sommes fait passer pour un apprenti vendeur. Bonjour, ça va? Nous avons rendez-vous dans les salons d'un hôtel avec un recruteur d'une grande société spécialisé dans les conseils en placement immobilier. Moi, je suis censé être qui, être quoi? C'est quoi mon statut en gros? Vous êtes conseiller en investissement Investissement. indépendant. J'ai aucune qualification pour ça. Comme tout le monde. Et la surprise, rien n'a changé. Si on veut devenir conseiller, il faut apprendre une méthode de vente par cœur, sans se poser de questions, comme nous l'avait expliqué Jérémy, notre conseiller repenti. Il y a plein de conseillers qui témoignent qu'ils avaient démarré depuis 3 semaines et à la fin de l'entretien, les gens leur disent vraiment qu'est-ce que vous présentez bien, c'est bien d'avoir affaire à un vrai professionnel. Tellement la méthode est bien et qu'il suffit de la suivre au mot à mot. Ah, mot à mot? Mot à mot. Faut l'apprendre par cœur en gros quoi. Faut l'apprendre par cœur. Ah, par cœur. Oui, par cœur, puis après on y met le ton. Et pour nous convaincre de devenir vendeur en appartement Cellier, il sort la grosse artillerie. Les gains potentiels, et ils sont plutôt énormes. Il faut savoir que l'immobilier, c'est un des produits sur lesquels les marges commerciales sont les plus fortes. D'accord. Si ici je suis à 6%, 6%, oui.
Ça veut dire que là, je touche 9 000 € pour avoir vendu un appartement. Tout de suite, comme ça, 9 000 €. Tout de suite, comme ça, 9 000 €. Ah oui, c'est bien quand même. Ah oui, c'est pour ça. Ça vaut le coup quand même. C'est pour ça que ça vaut le coup de travailler. Ah oui, quand même, ouais. Ah oui, 9 000 € comme ça. 9 000 € comme ça. Et les 150 000, c'est quoi? C'est le prix d'un appartement moyen. Ouais. Et ça veut dire que si j'en sais rien, mais si j'arrive à en vendre 2 dans la semaine, ou 3 dans la semaine, je peux toucher 3 fois 9 000 €. Absolument. C'est possible ça? Ça peut arriver. Ah oui? Pourquoi pas? Ah oui, c'est pas mal ça quand même. Tous les conseillers financiers qui vendent de l'immobilier défiscalisé ne sont évidemment pas tous sans scrupules. Mais alors comment faire la différence? Quelles précautions prendre pour ne pas se faire abuser? Le premier conseil à donner aux gens, c'est de faire preuve de la plus extrême prudence parce que 2011 va être une année compliquée. Ça fait des années qu'il y a des lois de défiscalisation. On sait que dans certaines villes, on a trop construit et personne aujourd'hui ne peut dire quelles seront les villes où on est en train de trop construire actuellement. Le deuxième conseil qu'on peut donner aux gens, c'est de ne pas croire les professionnels qui vous disent que ces opérations sont sans risque. À chaque fois qu'il y a un locataire, il y a un risque. Donc si vous tombez sur un professionnel qui vous assure que tout va bien se passer, que vous aurez certainement un locataire, faites demi-tour et allez travailler avec quelqu'un d'autre. Car ces pratiques peuvent avoir des conséquences extrêmement graves sur la vie de certains investisseurs malheureux. Carole n'a rien vu venir. Elle a cru dans le beau projet immobilier qu'on lui proposait. Elle a acheté un appartement, les yeux fermés. Aujourd'hui, cette infirmière de 54 ans a presque tout perdu. Une semaine sur 2, elle travaille à Paris. Mais aujourd'hui, elle n'a plus les moyens de se loger ailleurs que dans sa voiture. Il est 19h30. Depuis 3 ans, ce parking de la banlieue parisienne est devenu son domicile. J'enlève mon caducé. Pourquoi? Ça regarde personne qu'une infirmière se trouve dans la voiture, si jamais je suis vue. Je dors dans ma voiture parce que j'ai des soucis financiers de très grosse importance suite à une arnaque immobilière dont j'ai été victime il y a quelques années. En fait, j'ai acheté de l'immobilier défiscalisable qui devait s'autofinancer. Le site n'a jamais été fini, donc il n'a jamais été loué, donc il ne s'est jamais autofinancé, il faut continuer à payer. Et moi, j'y arrive plus. Le cauchemar a pris forme en Auvergne. Un promoteur immobilier se lance dans un projet d'envergure. Refaire à neuf d'anciens bâtiments ouvriers pour créer une résidence de luxe avec piscine chauffée, sauna et salle de billard. À 74 000 € les 32 mètres carrés, avec une vue imprenable sur la montagne, Carole pensait faire un bon investissement. Mais le projet immobilier tourne court. Le promoteur encaisse l'argent, mais ne finit pas les travaux. Il laisse 167 propriétaires sur le carreau. Le promoteur n'en serait pas à son coup d'essai. Cette résidence ne serait que l'une des nombreuses faillites déjà à son palmarès. Des faillites que les avocats des victimes soupçonnent d'être frauduleuses. Au total, plus de 400 personnes en France seraient victimes de ces agissements. Une enquête est aujourd'hui confiée à la police judiciaire d'Évry. Mais personne ne sait vraiment où se trouve ce promoteur. Même son avocat n'a pas souhaité répondre à notre demande d'interview. Pour Carole, le quotidien est devenu un enfer. Ça fait 3 hivers que je passe dans la voiture. Je ne peux pas satisfaire mes besoins naturels dans la voiture. Je ne mange pas le soir. Je mange des aliments qui me permettent de ne pas aller aux toilettes, la nuit du moins. Et j'arrête de boire vers 3 ou 4 heures de l'après-midi pour ne pas avoir à aller aux toilettes la nuit. Voilà. C'est bizarre comme vie. J'ai mon portable. Ouais. Le froid vient du fond, hein. Le froid vient du bas. Donc j'isole le siège avec une couverture qui est pliée en 4. Elle est en polaire. Ça, c'est mon drap. Hop. Alors je le laisse ouvert, le duvet, ça me fait plus de place. Et j'ai la couette qui vient par-dessus. Voilà, par-dessus le duvet. Et puis si j'ai froid dans la nuit,
J'ai une autre couverture et j'ai isolé le sol avec mon linge sale. J'étale mon linge sale au fur et à mesure sur le sol pour isoler du froid. Ça, c'est mon courrier de plusieurs semaines, plusieurs mois. Là, j'ai des recommandés, j'ai des lettres d'huissier, j'ai la banque, j'arrive plus à ouvrir. Son courrier, Carole le reçoit grâce à une boîte postale. Il n'y a souvent que des relances d'huissier, des factures et des relevés bancaires qui tapent dans le rouge. Même pas payer mes impôts. Petit à petit, Carole glisse et perd pied. Quel malheur. Attends. Aujourd'hui, elle ne sait même plus à qui et combien elle doit de l'argent. M'emmerde. On est ras-le-bol. Je vais dormir. Je vais dormir, j'en ai marre. Voilà, et ben voilà ce que font les SDF. Ils dorment parce qu'ils en ont marre. Ils dorment parce qu'ils savent plus quoi faire de leur vie. Ils dorment parce que de toute façon, quoi qu'ils fassent, et ben ça va tomber à l'eau. Parce que en face, il y a un espèce de qui fait tout pour vous couper les jambes. Hop. Je mets mes pieds dans le coin là. Voilà. Elle est où ma couette? Pendant les heures qui viennent, le mercure va descendre en dessous de 0. Une nuit ordinaire pour Carole. 4h45 du matin. Pendant la nuit, Carole a eu une petite visite. Un taxi s'est garé juste à côté de sa voiture. Moteur tournant. Mais c'est quoi qui est à côté là? Ça fait 1 heure que j'entends un moteur tourner. Alors là, faut frotter fort. Pourquoi faut frotter fort? Parce que ça nettoie. Trop en douceur ces trucs-là. J'ai du thé, j'ai du café. Ça c'est le grand luxe. Hein. J'adore. La résistance de ma gamelle là-haut. Un truc aussi. Écoutez la musique. Écoutez la musique fort. Parce que la musique, elle prend la place des emmerdes dans la tête. Alors j'écoute très fort. Je vais rester planté là, à te voir courir dans tes délires, et te laisser faire n'importe quoi. Je perds ma vie. Je vois les années passer et je suis en train de perdre un temps précieux. Là. Carole n'a plus la force de lutter seule contre le promoteur. En Auvergne, c'est sa sœur qui mène le combat pour elle. Une vraie verrue au milieu d'un beau paysage. Comment on peut faire des choses pareilles? En 2008, elle crée une association de défense des victimes de la résidence. Régulièrement, Patricia organise des actions coup de poing, comme aujourd'hui. Une quarantaine de propriétaires, venus des 4 coins de la France, a répondu à son appel. Tous espèrent que le fisc entendra leur colère, car le plus incroyable, c'est que ces propriétaires payent une taxe foncière sur des appartements inhabitables, car jamais finis. Qu'est-ce que vous accrochez là? En fait, j'affiche les taxes foncières que tout à chacun paye concernant une propriété qui nous appartient, donc on n'a plus l'accès, on n'a pas la jouissance et en plus, on a les emmerdes. On a toutes les emmerdes, mais ce qui est le plus fort, on paye les taxes sur ordures ménagères. Allez, faut passer par-dessus là. À l'abordage! Mais pour pénétrer à l'intérieur, ils vont devoir enjamber ce portail. On visite notre résidence. Pardon? Qu'est-ce que vous C'est la première fois que je visite ma résidence. Ah bien, faut y coucher. Ouh. Je paye, je rentre chez moi. Bon, on va passer par là-bas. Beaucoup de ces propriétaires découvrent pour la première fois l'état déplorable de la résidence, laissée à l'abandon. C'est le cas de Catherine.
Il y a encore 50% du programme à terminer. Il n'y a pas d'eau, pas d'électricité, pas de menuiserie, pas de sanitaire. Tout le second œuvre est à terminer. On ne peut pas louer. C'est très bien fermé, on n'ira pas se baigner. C'est quoi ça ici? La salle de billard. Tout le bas, c'est ce qui sert en hall d'accueil, en restaurant, en piscine. C'est tout ce qui sert à faire marcher la résidence. Et toute cette partie-là appartient au promoteur. Donc à partir du moment où toute cette partie-là n'est pas terminée, la résidence ne peut pas fonctionner. Énervés de ne pas pouvoir rentrer chez eux, certains propriétaires prennent des risques. Ah, t'es chez toi là. Ah ouais, ça y est, on peut entrer. Allez. On est sportif. Hein. Côté chaîne. Ah bah ouais. Oh là là, très très bien, mais c'est joli, hein, on découvre. Attention, ça glisse. Hein. Ah, c'est huileux. Mais l'excitation du moment laisse rapidement place à la consternation. C'est bien lamentable, mais la piscine est pourrie et tout, mais ça aurait pu être un endroit merveilleux avec ce rayon de soleil à travers les vitres. Mais bon, on n'en profitera pas. Pas question pour Catherine de repartir sans avoir pénétré dans l'appartement qu'elle a acheté, sans l'avoir vu au moins une fois. Bon, alors là, il y a des placards. Ça, c'est un frigo qui va pourrir si on le laisse fermer. Voilà, normalement, une machine à laver, les lits et les plaques. Ça, c'est la petite chambre. À l'intérieur, surprise, son appartement est terminé. Il est prêt à recevoir un locataire. C'est avec un placard. La peinture est faite, le parquet. Il y a la vue. Et ça a l'air correct. C'est bon, puis c'est à moi. Dans 12 ans, il est à moi. Et voilà, c'est quand même sympa. Pourquoi on ne le livre pas? Un appartement non livré qui lui coûte 600 € par mois de prêt immobilier, alors que Catherine est au chômage. Messieurs, dames, on ferme la résidence. On ferme les choses proprement. Les entrées sont terminées. C'est la fin de la visite. Devant leur résidence sans vie, tous ces propriétaires ont tenu à immortaliser l'instant comme un symbole. Tous attendent avec impatience que la justice fasse son travail. Ils ne sont pas les seuls. Aujourd'hui, les choses s'arrangent pour Lucien et Sylviane. Au bout de 3 ans, ils ont enfin réussi à louer leur appartement. Mais pour trouver ce locataire, ils ont dû baisser leur loyer de 30%. Une petite bouffée d'oxygène pour ce couple durement endetté. En banlieue parisienne, Carole, l'infirmière, a trouvé du soutien auprès de ses proches. Mais elle continue de passer la moitié de ses nuits dans sa voiture. Grâce au combat que mène sa sœur pour elle face au promoteur qui l'a mise sur la paille, Carole se sent soutenue et retrouve peu à peu goût à la vie. Aujourd'hui, elle ouvre régulièrement son courrier, répond à chaque lettre d'huissier et règle ses factures. Elle a décidé de s'en sortir. À Livry-Gargan, Laurent et Laure sortent petit à petit du cauchemar. Ça a l'air de me faire plaisir. Bah ouais, quand même. Le couple a proposé à Jean-Luc, l'entrepreneur ami, d'échelonner les paiements et d'attaquer les travaux en urgence. Résultat, toute l'équipe a mis les bouchées doubles. Les travaux se sont faits à vitesse grand V. Oui là, ça va? Je mange une pizza dans notre salle à manger.
Maintenant, le couple n'attend qu'une seule chose, gagner son procès face au vendeur, qui a bien failli les mettre à la rue. Les portes du pénitencier bientôt vont se refermer. Christophe et Josiane, eux, attendent aussi le procès qui peut-être forcera le constructeur à régler les 60 000 € de travaux estimés par l'expert judiciaire. En attendant, ils restent prisonniers de leur maison neuve qui tombe peu à peu en ruine. Une situation qui pourrait durer encore plusieurs années.